Bonjour à toutes et à tous. 6 mois de guerre et Washington vient de changer de vocabulaire et pas forcément de stratégie. Hier, jeudi 20 août 2026, sur CNBC, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a lâché le mot que 6 mois de communiqués soigneusement calibrés avaient évité jusque-là, et ce mot, c'est chute. Pas désarmé, pas négocié, chute. 24 heures plus tôt, je vous le rappelle, Donald Trump promettait sur son réseau social l'opération économique la plus dévastatrice jamais menée contre un pays. Le lexique s'est fait apocalyptique au moment précis où les résultats, eux, restent introuvables et où le calendrier, lui, devient pressant. À 2 mois d'un scrutin de mi-mandat qui se jouera sur le prix de l'essence, chaque déclaration de guerre économique est aussi forcément une déclaration de politique intérieure. Est-ce là une inflexion stratégique assumée, ou bien un calcul électoral à peine voilé, ou bien encore un aveu de faiblesse déguisé en fermeté, autrement dit, la reconnaissance implicite que l'option militaire a échoué et qu'il ne reste plus que les sanctions à brandir? Eh bien, les trois lectures ne s'excluent pas. Ce matin, vendredi 21 août 2026, on vous montre l'envers de cette grandiloquence. 4 théâtres, 4 continents, un seul malaise. À l'ONU, l'ambassadeur russe balaie d'un revers de main l'idée que Moscou ferait pression sur Téhéran et confie, presque amusé, que son pays ne prête plus trop attention aux menaces de sanctions occidentales, bref, la routine. À Pékin, on préfère la trêve commerciale à l'ultimatum américain et on le fait savoir sans même hausser le ton. Dans le détroit d'Ormuz lui-même, les chiffres racontent une histoire que la rhétorique diplomatique ne dit jamais. Sur les 3 dernières semaines, près de 2 tiers des navires ont traversé transpondeur éteint, invisible plutôt que de choisir ouvertement un camp. Un silence électronique qui en dit long sur qui contrôle vraiment cette eau. Et à des milliers de kilomètres de là, en Corée du Nord, un geste de bonne volonté américain vient de recevoir pour toute réponse une dizaine de missiles et un mépris tranquille depuis Pyongyang. Le point commun à ces 4 séquences n'est pas la défaite américaine, aucune n'est actée, aucune n'est même formulée comme telle par les intéressés. Le point commun, c'est le décalage grandissant entre l'intensité du discours et la modestie de ce qu'il obtient concrètement. Reste une question ouverte ce matin sur les 4 continents concernés. Jusqu'à quand la puissance d'un pays se mesure-t-elle à ce qu'il dit plutôt qu'à ce que les autres, désormais, ont cessé de craindre? Bienvenue dans le JT de TV Finance. Un mot donc pour requalifier 6 mois de guerre. Hier, jeudi 20 août 2026, ce mot est tombé sur CNBC dans la bouche du secrétaire américain au Trésor, et ce mot, c'est chute. Pas désarmé, pas négocié, chute. Depuis les frappes israélo-américaines du 28 février dernier, ce conflit se comptait en missiles, en drones, en tankers immobilisés dans le détroit d'Ormuz. Scott Bessent vient de lui ajouter une nouvelle unité de mesure, la survie même du pouvoir iranien. Je le cite, « Nous allons faire s'effondrer ce régime », a-t-il lâché, avant de renvoyer les détails à une conférence de presse le 24 août prochain, comme si l'aveu politique pouvait attendre les munitions techniques. 6 mois de guerre et Washington change d'objectif en une phrase de télévision. Mais reste une question, la seule qui compte ce matin. Est-ce une inflexion stratégique assumée, un calcul électoral à 2 mois d'un scrutin qui se joue sur le prix de l'essence, ou bien un aveu de faiblesse, soit la reconnaissance implicite que l'option militaire a échoué et qu'il ne reste plus que les sanctions à brandir? Mercredi 19 août 2026, au soir, je vous le rappelle, Donald Trump a publié sur Truth Social l'annonce de l'opération économique la plus dévastatrice jamais menée. Une guerre économique jamais vue, cette fois en surcouche du conflit armé. Contrebande de pétrole, échange de devises, société écran, registre de navires, tout doit cesser maintenant. Pas un nom de pays cité, pas une mesure chiffrée. Le genre de communiqué qui impressionne un électorat et ne dit rien à un analyste. 24 heures plus tard, Scott Bessent comble le vide sur CNBC, non pas avec des détails techniques, mais avec un objectif politique brut, calqué presque mot pour mot sur la formule de George W. Bush au lendemain du 11 septembre, je le cite, « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Il vise directement Pékin. La Chine doit se mettre au diapason si elle veut voir Hormuz rouvrir. Rappel appuyé que la Chine absorbe, selon les sources, entre 80 et 90% du pétrole iranien exporté. Une sommation adressée à la 2e puissance mondiale sur un ton qu'on réservait
qu'on réserverait normalement à un protectorat et à quelques semaines seulement de la visite de Xi Jinping à Washington, la première d'un dirigeant chinois en 10 ans. Le vice-président américain J.D. Vance, lui, a involontairement affaibli le message de fermeté de son propre camp. Interrogé sur la durée de résistance possible de Téhéran, il a concédé que l'Iran pourrait tenir quelques semaines, quelques mois, voire plus longtemps. Un aveu qui contredit frontalement l'urgence martiale affichée par Bessent et Trump et qui trahit surtout l'absence de consensus jusqu'au sommet de l'exécutif américain sur ce que cette offensive économique est censée produire et en combien de temps. Téhéran, de son côté, a répliqué dans l'heure avec sa propre discipline de communication de guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qualifie l'opération de prolongement de politique vouée à l'échec et retourne l'accusation. C'est Washington, dit-il, qui masque sa propre crise, dette record, coût d'emprunt en hausse, et ce derrière une offensive contre l'Iran. Je le cite, le terrorisme économique des États-Unis menace l'économie internationale et la souveraineté des pays du monde entier, écrit-il sur X. Son adjoint, le vice-ministre Kazem Garibabadi, va plus loin et retourne le récit américain contre lui-même. Je le cite, la guerre militaire n'a donné aucun résultat, alors ils ont baptisé leur prochain échec guerre économique. Une formule qui omet, avec un sens consommé de l'omission, un fait central, c'est Téhéran et non Washington qui verrouille depuis 6 mois un couloir représentant un 5e des hydrocarbures mondiaux, une arme économique unilatérale contre l'économie planétaire entière, alliés et non alliés confondus, en plus des opérations militaires en cours. Et Téhéran choisit mal son moment pour se poser en victime. Le régime a en effet exécuté hier un 5e manifestant lié au mouvement de janvier à Ispahan, une répression interne que son discours de souveraineté outragé passe soigneusement sous silence. Sur le fond, ce basculement rhétorique mérite d'être disséqué des deux côtés sans complaisance pour aucun. Côté américain, l'ambiguïté calculée qui prévalait jusqu'ici saute. Depuis 6 mois de guerre ouverte, Washington maintenait officiellement que les frappes visaient le programme nucléaire et non pas le régime lui-même. Cette distinction n'était pas cosmétique, elle dessinait sur le papier une logique transactionnelle. L'Iran cède sur le nucléaire, le régime survit et négocie sa propre pérennité politique. En prononçant ce mot chute, Scott Bessent referme cette porte. On ne cède plus sur un dossier technique pour préserver son pouvoir si le pouvoir lui-même devient la cible déclarée. Nuance nécessaire, cependant. Cette porte de sortie n'a jamais dépassé le stade de la possibilité théorique. 6 mois de frappe et 2 cessez-le-feu rompus en avril puis en juin n'ont produit aucun accord tenu. Contradiction stratégique de fond. Quoi qu'il en soit, puisque Trump évoquait récemment vouloir seulement récupérer le stock d'uranium enrichi iranien et imposer un nouvel accord nucléaire restrictif tout en affichant désormais, par la voie de son trésor, un objectif de changement de régime. Un pouvoir qui négocie sa survie ne négocie pas son abdiction, et cette déclaration dessert l'objectif diplomatique américain au moins autant qu'elle sert son objectif électoral intérieur. Trump évoluant à des niveaux de popularité dégradés à moins de 3 mois d'un scrutin où le pouvoir d'achat domine le débat. Côté iranien, le narratif de la victime économique a ses propres angles morts et ils ne sont pas négligeables. Araghchi dénonce, je le cite, un terrorisme économique américain sans mentionner que le blocage militaire d'Ormuz frappe en priorité des économies tierces étrangères au conflit initial. Le trafic maritime dans le détroit, déjà réduit à un filet, est retombé hier à 7 navires contre 14 la veille, sans un seul superpétrolier nu méthanier recensé au passage. Mais Téhéran conserve un filet régional solide qui dément en partie le récit d'isolement total que Washington cherche à imposer. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Khalibaf, a reçu jeudi le président du Parlement irakien, Mahmoud al-Mash'andani, dit al-Boudi, qui a réaffirmé des relations historiques et étroites entre les deux pays, insisté sur le fait que la stabilité de l'Irak sert la stabilité de la région et confirmé que Bagdad respecte l'accord de sécurité commun conclu avec Téhéran. Un allié de poids, frontalier et théoriquement partenaire de Washington dans la région qui refuse publiquement de rejoindre le camp du « avec nous contre nous » de Bessent, pendant que les Émirats arabes unis, eux, ont rompu cette semaine toutes leurs relations commerciales avec l'Iran après des tirs de missiles sur leur territoire. Le front que Washington prétend unifier se fracture donc dans les deux sens à la fois. Certains alliés du Golfe s'éloignent de Téhéran par crainte militaire, d'autres, comme l'Irak, s'en rapprochent par calcul de stabilité régionale. La coalition rêvée par Bessent est, au mieux, à géométrie très variable.
Le pari chinois de Bessent reste le plus périlleux des deux camps. Sommer Pékin de se mettre au diapason revient à demander à la Chine de sacrifier sa sécurité énergétique pour un objectif américain de changement de régime, et ce au moment précis où Xi Jinping s'apprête à se rendre à Washington. Pékin n'a strictement aucun intérêt à cautionner publiquement l'effondrement d'un partenaire énergétique et plusieurs analystes cités par Bloomberg jugent improbable que la Chine réduise à zéro ses achats de brut iranien, et ce quels que soient les risques de sanctions. Il est même permis de penser que cette pression accélérera plutôt qu'elle ne freinera le rapprochement déjà à l'œuvre entre Pékin, Moscou, Téhéran et désormais Bagdad, un effet précisément inverse à celui recherché par Washington. Reste enfin l'absence quasi totale de contenu opérationnel dans l'annonce américaine qui interroge sa nature réelle plus qu'elle ne la révèle. Une opération la plus dévastatrice jamais menée, sans un nom de pays, une sanction chiffrée, un mécanisme identifié, eh bien, c'est renvoyé à une conférence de presse le 24 août, eh bien, ça ressemble à une déclaration d'intention plus qu'à un plan prêt à l'emploi, après 6 mois de guerre militaire qui, elle, n'a produit ni victoire décisive, ni réouverture d'Ormuz. Même des voix républicaines s'impatientent. Le représentant Don Bacon réclame désormais des frappes directes contre les gardiens de la révolution iranienne, en plus de l'étouffement économique, signe que le pari uniquement financier ne convainc pas jusque dans le propre camp de Donald Trump. L'histoire des sanctions maximales depuis 2018 n'a jamais produit l'effondrement qu'elle promettait à chaque itération. Elle a produit un Iran plus isolé de l'Occident, mais toujours relié à la Chine, à la Turquie, à l'Inde et désormais réaffirmé par l'Irak. Symétriquement, la stratégie iranienne du blocus militaire n'a pour l'instant obtenu aucune des cinq garanties exigées de Washington. Elle a surtout maintenu le monde entier sous tension énergétique, le Brent ayant gagné plus de 7% en 5 séances. Bessent promet la chute de Téhéran, Arakchi promet la chute de l'isolement américain, Bagdad, elle, vient de rappeler tranquillement qu'elle ne choisit pas de camp, 6 mois de guerre n'ont tranché ni l'une ni l'autre de ces deux promesses, et la troisième option, celle de la réelle politique régionale qui contourne les ultimatums de Washington, semble ce matin la seule à progresser réellement. Pendant que Washington cherchait une coalition, Moscou est allé la démonter en direct depuis le siège de l'ONU. Hier, jeudi 20 août 2026, l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a balayé l'idée que la Russie ferait pression sur Téhéran pour reprendre les négociations. Je le cite, « La Russie, par principe, n'exerce aucune pression sur qui que ce soit. L'Iran est une nation souveraine, elle décide pour elle-même. » Il est même allé plus loin, qualifiant la guerre américaine d'agression inconsidérée et non provoquée, et rejetant toute responsabilité iranienne dans l'échec des négociations passées. Interrogé sur d'éventuelles nouvelles sanctions visant directement la Russie pour son soutien à Téhéran, Nebenzia a eu un mot pour l'histoire, je le cite, « Nous avons tellement de sanctions et de promesses d'isoler l'économie russe, nous avons vu tellement de sanctions et de promesses d'isoler l'économie russe que nous n'y prêtons plus trop attention. » Une décontraction qui n'est pas que de la posture diplomatique, puisque la Russie livre déjà à l'Iran, selon un document gouvernemental européen cité par NBC News, munitions, composants de drones et TNT via les routes maritimes de la mer Caspienne, en plus du traité de partenariat stratégique de 20 ans signé en janvier 2025, qui a porté leur échange à 4,8 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année, selon des données compilées par le ministre russe de l'énergie lui-même. Ce sang-froid russe illustre un problème de fond que Washington semble sous-estimer avec une constance touchante, la coordination multilatérale qu'exige une campagne de sanctions de cette ampleur ne se décrète pas par un tweet interposé. Trump tente d'imposer unilatéralement le type de sanctions coordonnées qui nécessitait traditionnellement une coordination multilatérale. L'accord de la Chine, de la Russie et des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU résume le politologue Paul Musgrave de Georgetown, Qatar. Sa nuance mérite d'être entendue. Des sanctions secondaires réellement agressives auraient des conséquences économiques considérables si Washington allait au bout, mais Musgrave doute que Trump veuille sacrifier la relation économique avec Pékin, les deux pays étant déjà engagés, selon lui, dans une guerre froide économique qu'aucun des deux camps n'a intérêt à faire déraper davantage. Et c'est précisément ce calcul que confirme côté chinois la chercheuse Yu Ji de Chatham House. La menace américaine ne changera rien à l'implication de la Chine ni aux relations commerciales existantes avec l'Iran, a-t-elle dit, car Pékin, à quelques semaines de la visite de Xi Jinping à Washington, vise avant tout une trêve temporaire avec les États-Unis, un dossier sur lequel le Golfe pèsera dans les discussions, précise-t-elle, mais ne sera pas le sujet central. Washington a donc en creux moins de levier sur son adversaire
sur son adversaire économique le plus stratégique que sur ses propres alliés. L'économiste Nader Habibi de l'université Brandeis estime que ce sont les Émirats arabes unis qui ont été fortement encouragés ou incités par Washington à annoncer leur embargo commercial contre Téhéran cette semaine, signe que la pression américaine s'exerce plus facilement sur des partenaires dépendants que sur des puissances souveraines comme la Chine ou la Russie. Côté iranien, enfin, la réponse ne manque ni de vigueur ni d'ironie mordante. Araghchi qualifie la campagne américaine de continuité de politique ratée vouée à de nouvelles défaites et accuse Washington de terrorisme économique menaçant l'économie mondiale et la souveraineté dans le monde entier. Pendant ce temps, Téhéran avance méthodiquement ses pions au sein des BRICS. Le gouverneur de sa banque centrale a confirmé, je vous le rappelle, la semaine dernière, l'ambition du pays de rejoindre la nouvelle banque de développement du bloc, même si l'institution elle-même n'a à ce stade rien confirmé publiquement. Ali Akbar Dagheni, du Centre d'études stratégiques de Téhéran, résume la situation d'une formule qui vaudra sans doute pour les deux camps avant la fin de l'année. Je le cite, « Trump est embourbé dans une guerre qu'il ne peut ni gagner ni quitter. Entre une Russie qui n'a plus besoin de nier son soutien militaire, une Chine qui préfère la trêve à la rupture et des alliés du Golfe qu'on pousse plus facilement qu'on ne les convainc, l'isolement rêvé par Washington ressemble surtout ce matin à l'isolement de Washington lui-même. Dans les eaux troubles du détroit d'Ormuz, une vérité statistique s'impose plus éloquente que les postures martiales des chancelleries. Depuis fin février, les États-Unis et l'Iran s'y livrent un duel de crédibilité, chacun affirmant tenir la voie navigable. Les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire. Regardez, entre le 1er et le 19 août, sur 236 navires ayant transité par le détroit, seuls 3 ont emprunté ouvertement la route sous protection américaine, quand 83 ont revendiqué sans détour le corridor iranien. Le reste, près de 2/3 du trafic, a disparu des radars, transpondeurs éteints, itinéraires opaques. Ce silence électronique n'est pas neutre, il traduit un arbitrage économique et sécuritaire où la dissimulation devient la stratégie dominante face à un risque de frappe bien réel, illustré par les attaques répétées contre des pétroliers, dont plusieurs revendiqués ou attribués à Téhéran. Géostratégiquement, cette asymétrie révèle les limites de la puissance navale américaine dans un espace confiné où la supériorité militaire ne suffit plus à imposer un choix de route aux armateurs. La menace iranienne, moins spectaculaire que le porte-avions américain déployé dans la région, s'avère plus dissuasive au quotidien car plus proche, plus imprévisible et déjà éprouvée par des tirs de missiles. Washington contrôle le récit diplomatique, Téhéran, lui, semble contrôler la peur, monnaie la plus efficace dans une zone de guerre maritime non déclarée. Sur le plan économique, les conséquences dépassent la seule symbolique. Le contournement massif via des transbordements de navire à navire, notamment pratiqués par l'Arabie Saoudite, l'Irak ou le Koweït, pour maquiller l'origine des cargaisons iraniennes, complexifie la traçabilité des flux énergétiques mondiaux et fragilise les mécanismes de sanctions. Le baril de Brent retombé après les cessez-le-feu successifs d'avril et juin est reparti à la hausse, s'établissant autour de 93 $, signe que les marchés intègrent une prime de risque durable plutôt qu'une normalisation. Mais reste une question stratégique de fond, cette opacité généralisée, si elle profite tactiquement à l'Iran, pourrait aussi devenir insoutenable pour l'économie mondiale du pétrole, comme le soulignent plusieurs analystes du secteur. Un détroit où plus de 6 navires sur 10 naviguent sous couvert d'anonymat n'est plus un espace maritime normalisé, mais un théâtre de guerre économique larvé dont l'issue déterminera l'équilibre des négociations à venir entre Washington et Téhéran. Le scénario a des allures de répétition générale. 6 mois après avoir enlisé l'Iran dans une guerre sans issue, et alors que sa campagne de sanctions économiques peine déjà à convaincre Pékin et Moscou, Trump rouvre un 3e front diplomatique, la péninsule coréenne, avec la même méthode, le geste spectaculaire plutôt que la patience stratégique. Le résultat, cette fois, tient en une dizaine de missiles tirés vers la mer, moins de 24 heures après l'ouverture présidentielle américaine. La méthode, d'abord, frise la caricature. Trump ordonne unilatéralement de réduire considérablement l'exercice conjoint Ulchi Freedom Shield, initialement prévu sur 11 jours, finalement écourté de moitié avec suppression de certains volets terrestres. Il les qualifie lui-même d'hostiles envers Pyongyang, reprenant presque mot pour mot la rhétorique nord-coréenne que ses propres généraux ont combattue pendant des décennies. Sa justification mêle 2 registres révélateurs. D'un côté, une relation personnelle, une excellente, avec Kim Jong-un selon les propres mots du Donald Trump, mise en scène jusque sur Truth Social via une photo légendée, je la cite, « Hey Donald, on est potes, pas vrai ».
De l'autre, une rancœur assumée envers Séoul, accusé de ne pas avoir envoyé de navires de guerre sécurisés le détroit d'Ormuz. Autrement dit, la sécurité d'un allié engagé depuis l'armistice de 1953 se retrouve explicitement monnayée contre un service rendu sur un tout autre théâtre de guerre. La diplomatie, comme chantage transactionnel revendiqué publiquement, la nuance n'a jamais été le point fort de l'exercice. La réponse ne s'est pas fait attendre et elle est cinglante. Regardez, une dizaine de missiles balistiques à courte portée tirés dès le lendemain vers les eaux orientales, histoire de signifier que la réduction des manœuvres ne change strictement rien à la doctrine de dissuasion nord-coréenne. Mais le plus révélateur n'est pas tant le tir en lui-même, Pyongyang en a déjà une longue habitude, que la communication qui l'accompagne. Kim Yo-jong, la sœur influente du dirigeant, balaie d'un revers de main ce qu'elle qualifie de fausse bonne foi, précisant même que le geste américain ne mérite pas de commentaire. La formule est plus humiliante qu'une condamnation en règle. Pyongyang ne se donne même plus la peine de hausser le ton, ce qui, dans une grammaire diplomatique habituée aux imprécations sur les cendres et les ténèbres, vaut mépris tranquille plutôt qu'apaisement. Washington espérait un geste salué comme une ouverture de bonne volonté, il obtient un silence dédaigneux suivi d'une salve de missiles. Ce mépris s'accompagne d'un flou tout aussi révélateur côté américain. Donald Trump s'accroche publiquement à un chiffre précis, 57 armes nucléaires très puissantes, pourtant contredit frontalement par Séoul, qui évoque une fourchette bien plus large entre 80 et 120 ogives, sans qu'aucun responsable américain ne juge utile de clarifier cet écart considérable. Minimise-t-on volontairement la menace pour légitimer un retrait militaire déjà engagé, ou s'agit-il d'une simple indifférence aux évaluations de ses propres services au profit d'une improvisation présidentielle guidée par l'instinct plutôt que par le renseignement? L'aspect le plus révélateur reste néanmoins géostratégique. En misant l'intégralité de sa stratégie coréenne sur une relation personnelle avec Kim Jong-un, Donald Trump prend le risque de fragiliser une alliance vieille de 7 décennies pour la promesse incertaine d'un sommet hypothétique sans garantie de résultat. L'échec d'Hanoï en 2019 où Trump avait quitté la table sans accord rappelle combien cette diplomatie personnalisée peut s'effondrer en une journée. Pendant que Washington semble rêver tout haut d'un prix Nobel de la paix, Pékin et Moscou observent la scène avec un intérêt non dissimulé. Tout rapprochement, même symbolique, entre Washington et Pyongyang ne fait que renforcer la valeur stratégique de la Corée du Nord aux yeux de ses véritables parrains économiques et militaires, contraints de redoubler d'efforts pour ne pas être mis à l'écart de la partie.